certaine légitimité, disais-je, pour parler de Ruben Oumniobé, déjà de par des liens familiaux qui sont bien tenus, et donc je vais brièvement parler. Je ne l'usurpe pas du tout. Il est de notoriété publique que je suis de l'ethnie Bassa. Bon, on dit en français à beau mentir qui vient de loin. Tous les Bassa n'ont pas des liens familiaux tenus avec Ruben Oumniobé, non. Sinon, il ne se serait pas marié, puisqu'il était d'ailleurs marié à 2 femmes, toutes 2 Bassa. Donc, comme dans toutes les autres ethnies, il y a des liens de parenté et il y en a qui ne sont pas des liens de parenté. Donc, moi, j'ai des liens de parenté très tenus avec celui qu'on appelait Mpouroul, le prophète. Nous sommes du petit clan qu'on appelle les Longoul. Il se trouve à la fois sur la voie ferroviaire du côté de Mahomi, après Izeka et autres, mais également la voie routière, notamment Boumiébel, qui est le centre. Mais à 4 km de Boumiébel, on appelle Sompek. Sompek, c'est le village natal de Ruben Oumniobé, qui a malheureusement perdu il y a quelque temps son chef, Sa Majesté Lissouk Martin Moïse. L'un de mes grands-pères qui vit encore de ce côté, qui est actuellement en France, mais qui est Mbombok, dans la confrérie du Mbok, il occupe dans le clan Longon le rang le plus élevé. On l'appelle Mbombok Gwit Manfred. Il vit en France. C'est l'un de mes papas, l'un de mes grands-papas. C'est lui le chef de la grande famille de Ruben Oumniobé. J'ai également des liens très tenus avec ses enfants, notamment Hermine Oumniobé. Je l'appelle tendrement ma chérie, qui est ma tante, et Françoise Oumniobé. Mon oncle Daniel et moi, ce n'est pas le grand amour, mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui, mais c'était pour planter le décor. En bon africain, beaucoup d'autres enfants sont nés des 2 unions de Ruben et sont traditionnellement considérés comme ses enfants. On se comprend en bon africain. Mais il a eu, de son premier lit, 3 enfants. Donc l'aîné s'appelait Léa, comprenant. Oumniobé, elle était cadre de banque, décédée à l'âge de 68 ans. Elle a fait de la maladie sur une durée de 34 ans. Elle a fait de la maladie sur une durée de 34 ans. L'anecdote voudrait que son père lui ait interdit d'aller en mariage et qu'elle aurait désobéi à cela. C'est une anecdote. Elle a eu de très brillants enfants, Elle était cadre de banque. À l'âge de 34 ans, elle a eu un problème mental qui a duré sur 34 ans. Elle est décédée à 68 ans. Nous l'avons enterrée chez son mari, le docteur Sendé. Alors, c'est quelques éléments, s'il en était besoin, qui permettent de justifier mes liens. Mais je ne crois pas en avoir particulièrement besoin. Je ne revendiquerai pas plus Ruben Oumniobé qu'un tout autre si je n'étais pas de sa famille. C'est d'ailleurs un honneur d'être de sa famille. Mais à côté de ça, j'ai eu ma grand-mère, femme à mon grand-père, parce qu'il faut dire que c'est mon grand-père, Niémé Pierre Blériot-Poula, qui était cousin de Ruben Oumniobé. Ruben est né en 1913, mon grand-père était né très probablement en 1918. Ils avaient convoité la même femme qui était ma grand-mère. Et c'est finalement mon grand-père qui l'a épousée. Donc ma grand-mère, elle a vécu très longtemps, elle est décédée à plus de 100 ans, et nous parlions souvent donc de Ruben, elle et moi. Elle me donnait des informations de première main, ce qui nous permettra de revenir sur un certain nombre de faits. Alors voici comment nous voulons organiser nos échanges autour du personnage de Ruben Oumniobé. Dans un premier temps, nous parlerons de ses origines et de ses différentes formations. Secondement, nous parlerons de son militantisme, notamment 3 points, l'UPC, le nationalisme et l'indépendance. Troisièmement, nous présenterons Ruben Oumniobé pour voir si c'était réellement un prophète ou si c'est simplement une sublimation. En 4e point, les tentatives d'accaparement. Là, je vais essayer de montrer le caractère véritablement nationaliste de l'homme Oumniobé, qui n'était pas communautariste ou ethniciste. 5e point, la réhabilitation. 6e point, celui sur lequel nous sommes très attendus, c'est celui sur la fameuse prophétie sur le parcours du règne au Cameroun. C'est comme ça que nous l'avons. Et nous allons clore en parlant, en nous questionnant si Ruben Oumniobé, il y a un problème Ruben Oumniobé au Cameroun, et partant, un problème avec nos nationalistes en général. Alors, pour ne pas faire attendre plus longuement celles des personnes qui se sont connectées depuis fort longtemps déjà, nous allons démarrer avec le premier point. Nous pourrons bien évidemment revenir sur un certain nombre de points lors des échanges en termes de questions-réponses. Alors, les origines et la formation. Ruben Oumniobé est né dans un petit village, à côté de Boumiébel. Lorsque vous venez de Yaoundé, c'est avant le péage de Boumiébel, il y a une entrée à votre gauche, et ça conduit à un village qu'on appelle Sompek. C'est là-bas qu'il est né. Et sa naissance déjà a posé problème. Je vais vous faire, comme je l'ai promis, un certain nombre de révélations. La mère génitrice de Ruben Oumniobé est décédée en couche, c'est-à-dire elle est morte en accouchant Ruben Oumniobé. Ce qui suppose que Ruben Oumniobé n'a ni petit frère ni petite sœur. Il a par contre eu des aînés. Sa mère est décédée en couche. Et son père, dans ce petit village, était soupçonné ou accusé de pratiques magiques. En fait, la légende veut que son père, Nyoben Sunga, était membre d'une confrérie, appelée la confrérie du lion, de la tête du lion.
Il a été accusé d'un certain nombre de choses. On le soupçonnait d'appartenir à cette confrérie qui avait des pratiques très peu orthodoxes. Ruben Oumniobé va donc naître, et puis sa maman ne survivra pas à sa parturition, à sa naissance. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas évident. Il va être pris en charge par la deuxième femme de son père, qui elle vivra très longtemps. Mbobok Gwedegwe, le Mbobok du village de Ruben Oumniobé, me disait encore très récemment que c'était la première dame qu'il a vu entrer dans ce que les Bassa appellent l'ultime. L'ultime, c'est une sorte d'immortalité. Donc la mère qui a élevé Ruben Oumniobé a vécu plus de 120 ans. Elle a vécu très très longtemps. Elle est morte récemment. Et donc très très vieille. Elle était devenue une sorte de momie vivante. Ça, c'est le cadre de sa naissance. Il ne mettra pas long dans le village de son père, son père. Il sera déporté pour ses études, notamment à Boumyobel d'abord, ensuite à Makaï. Après, il va quitter la zone Bassa parce qu'il ira jusqu'en Foulassi, parce qu'il a été formé d'abord comme maître. Ensuite, Ruben Oumniobé a travaillé dans le domaine des finances. C'est des choses qu'il faut savoir. En termes de formation académique, il a un niveau de baccalauréat à l'époque. Vous pouvez imaginer. C'est un candidat libre qu'il s'est présenté lui-même au baccalauréat français. C'est beaucoup de choses que les gens doivent savoir. Mais il a également une solide formation de syndicaliste, parce qu'il a été à l'école minutieuse du syndicaliste communiste français Gaston Donat, qui l'a suffisamment bassiné au syndicalisme. Ses convictions religieuses également posent problème parce que c'est quelqu'un de particulièrement éclectique. Il ne supporte pas d'être mis dans les vases. Il est contestataire à la base. Il ne laisse pas les choses se faire comme cela. Il va donc commencer, après sa formation en syndicalisme, affirmer un certain nombre de choses dans le milieu du travail. Il va être délégué de travail, du personnel, des choses de ce genre. Mais il va davantage forger un certain esprit dans les milieux dans lesquels il travaillait, c'est-à-dire une sorte d'éveil de conscience. Ça, il le fait très tôt. Et finalement, il aura l'ingénieuse idée de créer avec un certain nombre de frères à lui, frères de combat, l'Union des populations du Cameroun en 1948, notamment le 10 avril. J'ai précisé, parce que j'ai souvent entendu dire que non, Oumniobé n'était pas présent à la création de l'UPC, on a intégré Oumniobé à l'UPC. Non, c'est pas ça, c'est pas cela. Oumniobé avait eu l'information que l'autorité administrante viendrait saboter la réunion de création de l'UPC. Et comme il était la figure de proue de l'UPC, il a monté avec ses confrères une stratégie qui consistait à voyager le 9 avril 1948 de Douala pour Edea. Alors, comme il était filé, l'information est remontée. On a dit que la réunion de création de l'UPC aurait plutôt lieu à Edea. Donc, l'attention a été reportée sur Edea. Cette autorité s'est dirigée vers Edea en filant Oumniobé. Ce qui a permis à ses camarades de siéger calmement à Douala le 10 avril 1948 avec tous les documents qui avaient déjà préalablement été apprêtés par Ruben Oumniobé parce qu'il faut le dire, il était celui qui avait la formation la plus achevée en matière de syndicalisme. Donc, il avait apprêté ces documents et l'UPC est donc né à Douala ce 10 avril 1948 pendant que Oumniobé était en train de distraire l'autorité administrante française de l'époque du côté d'EDEA. Voilà ce qui s'est passé. Et l'élément fondamental, parce que Ruben Oumniobé est quelqu'un d'initié, ça il faut le dire, on pourra revenir là-dessus, il joue beaucoup sur la numérologie. Et c'est très important chez lui. Et vous comprendrez, donc je vous ai dit ici, que Ruben Oumniobé lui-même est né le 10 avril 1913. Il a arrimé la date de sa naissance à la date de création de l'UPC. C'est le jour de son anniversaire, le 35e, que naissait donc l'UPC. Quand vous avez ces éléments côte à côte, vous pouvez comprendre aisément qu'il n'y a pas de débat sur sa participation active. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas. D'ailleurs, il faut préciser que Ruben Oumniobé n'est pas le premier secrétaire général de l'UPC, non. Et il n'a même pas revendiqué ce poste. Bien que ce soit lui, Ruben Oumniobé, qui a déposé les actes de création de l'UPC à son retour, et que c'est quelqu'un d'autre, Guillaume Bakal, qui a été désigné secrétaire général de l'UPC. Et cela a été une stratégie de Ruben Oumniobé. C'était un faiseur de roi. En fait, c'est l'idée qu'il avait. Il n'avait pas en idée de se mettre en avant-garde du combat. Non, d'affirmer une certaine hiérarchie. Non. C'est lorsque les deux précédents n'ont pas pu supporter les foudres. Parce qu'il faut le dire, à cette époque, le tout premier secrétaire général de l'UPC avait été affecté à l'Est Cameroun. Bon, pour ceux qui ont la mémoire, vous pouvez imaginer à quoi pouvait ressembler l'Est Cameroun en 1948. En termes de... C'était donc une affectation disciplinaire. C'était tous des travailleurs, et pour la plupart des, entre guillemets, fonctionnaires. Donc, ils avaient été affectés de ce côté-là, ce qui l'avait apeuré. De fait, même, il ne pouvait plus exercer ses fonctions de secrétaire général. L'Est étant carrément coupé du reste du pays, pas d'eau, pas de lumière, ainsi de suite. Vous pouvez imaginer, c'était carrément une jungle. Le deuxième également, lui, il s'est montré moins actif. C'est donc le comité directeur de l'UPC qui va exiger de Ruben Oumniobé qu'il accepte lui-même de porter le secrétariat général de l'UPC. Il va donc l'accepter en 1950. C'est en 1950 qu'il accepte de porter le secrétariat général de l'UPC. À partir de ce moment, il va mettre sur pied, avec ses autres amis, un certain nombre de stratégies visant à ramener le Cameroun à l'autonomie de gestion. Le plan est connu, c'était un triptyque. Il fallait d'abord réunir le Cameroun. C'était pour lui l'ordre qu'il fallait suivre, la réunification du Cameroun, avant d'aller vers les indépendances et imaginer donc la croissance, le développement économique. C'était le programme de l'UPC. C'est encore le programme de l'UPC originel. Donc voilà un peu pour ce qui est des origines et de la formation de l'homme. Nous avons commencé à parler brièvement du militantisme. Nous avons donc clairement dit que Ruben Oumniobé est l'un des pères fondateurs de l'UPC. C'est quoi le nationalisme du point de vue de Ruben Oumniobé?
C'est une question qui est très importante. Nous disons souvent nationaliste, tel national. Non. En fait, ce qu'on peut appeler nation camerounaise est une pure création. Originellement, une nation, c'est des gens qui parlent la même langue. Du point de vue technique, hein, nation vient du grec ethnos et renvoie à l'ethnie en fait. Donc il est difficile de parler de nation chez des peuples qui ont des langues différentes, ainsi de suite. Mais ça, c'est du point de vue technique, parce que les mots sont polysémiques, les mots évoluent. Donc, il y avait une difficulté, c'est que l'autorité administrante française voulait démontrer déjà à la Société des Nations, ensuite à l'ONU, que les Camerounais ne pouvaient pas constituer une nation du fait de leur diversité culturelle. Ruben Oumyobé va entreprendre de démonter ce mensonge, en expliquant qu'en fait, nos langues ont déjà plusieurs choses en commun, mais qu'on peut également dessiner le Cameroun en aire linguistique et culturelle. Il va d'ailleurs se gausser du docteur Okala lors de la rencontre de 52 à l'ONU, en demandant si nous n'avons pas d'unité culturelle entre nous, peuple camerounais, nous en aurions plus avec les peuples français et anglais. S'il n'y a pas d'unité linguistique entre les peuples du Cameroun, y en aurait-il davantage avec le peuple français ou le peuple anglais? Non, pour charrier ceux qui essayaient de brandir cet argument pour ne pas faciliter la réunification du Cameroun et puis l'indépendance. C'est des arguments, des arguties qui étaient souvent évoqués. Donc, c'est quelqu'un de très structuré dans son approche. Alors, le nationalisme chez lui, c'est une idée qui vise, non pas, et là, il le disait également à André Maringida dans une lettre-réponse, nous ne sommes pas, disait-il, des détribalisateurs. Non. Mais nous ne voulons pas nous servir de la réalité tribale comme moyen de lutte politique. Ruben Oumyobé et ses frères, même parlons spécifiquement, avaient déjà entrevu la manipulation politicienne qui tenterait d'utiliser la tribu comme moyen de division. Et aujourd'hui, nous pouvons regretter que la politique soit devenue le lieu de la tribalisation de la nation camerounaise. Alors que les luttes indépendantes, les luttes nationalistes visaient évidemment à amener les Camerounais à se considérer comme une seule nation. Donc, la nation devient donc ce groupe d'individus qui pose l'existence comme un problème commun, qui tente de le résoudre par une action commune soumise aux mêmes lois. La langue peut jaillir, devrait jaillir une langue nationale, c'est des problématiques qui avaient déjà été abordées par Ruben Oumyobé à cette époque-là. Mais ce n'est pas un frein. La multiplicité des langues, loin d'être un frein, constitue même au contraire un levier pour le développement culturel de notre pays, parce que les différentes aires culturelles et linguistiques enrichissant la nation camerounaise. Il avait pour cela un certain nombre de modèles, et le modèle le plus achevé, ce sont les États-Unis. Il faut savoir que de ce côté aussi, c'est plusieurs nationalités qui ont forgé la nation américaine. Donc le Cameroun avait du grain à moudre, ou a du grain à moudre en termes de nationalisme. Malheureusement, ce nationalisme a avorté parce que ses pères ont été violemment assassinés, et parmi lesquels Ruben Oumyobé, le 13 septembre, à l'âge de 45 ans, il a été assassiné. Nous reviendrons sur les circonstances de son assassinat, qui sont elles aussi ambiguës, parce qu'il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a la plus répandue qui dit qu'il a été assassiné du côté de Libé-Lingoy, c'est dans les environs de Boundébel. Et il y a une thèse qui dit qu'il a été assassiné ici même à Yaoundé, c'est-à-dire transporté ici par des services secrets français, sauvagement maltraité, et puis assassiné. On aurait jeté son corps de côté de Libé-Lingoy plus tard, pour apeurer les villageois et les indigènes, comme on les appelait. Donc, maintenant, le troisième point, Ruben Oumyobé, prophète ou sublimation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'on a inventé un certain Ruben Oumyobé qui n'a pas existé? On lui aurait affecté des qualités qu'il n'avait pas en réalité. Ou c'était un prophète? De ce que je sais, Ruben Oumyobé était prophète au double sens du mot. Le premier sens du mot prophète dans notre langue, Bassa, Podol, c'est le porteur de la parole. Ruben Oumyobé était un tribun. Ça veut dire quelqu'un qui parlait très bien. D'ailleurs, il était polyglotte. Il parlait très bien. Il séduisait quand il parlait. Donc, en général, c'est à lui qu'on donnait la parole pour expliquer tout ce qui avait été concocté par tous les autres. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a plusieurs fois pris la parole à la tribune des Nations Unies, parce qu'il avait une éloquence particulièrement marquée. Donc, en ce sens-là, il était un podol, prophète porteur de la parole. Mais il était également podol, prophète dans le sens de quelqu'un qui a fait certaines prédictions. Mais est-ce que les prédictions de Oumyobé étaient des prédictions d'ordre magique? Non. C'était quelqu'un de très rationnel, quand vous l'avez lu. En fait, moi, je ne peux même pas appeler prédiction les choses que Ruben Oumyobé a dites. C'était une lecture assez claire des événements de son époque et des événements à venir. Il avait beaucoup lu, il savait ce qui se passerait avec le développement, avec l'arrivée d'un certain nombre d'infrastructures, qu'elles soient routières ou autres. Il avait été dans d'autres pays, donc des fois quand il disait, je parle là aux gens de sa zone, de Bassa et Boumébélé, lorsqu'il disait que vous ne serez plus obligé de vous déplacer pour aller vendre, mais ce sera depuis vos propres maisons que vous vendrez la nourriture. Bon, quelqu'un de cette époque qui l'a vu après 40 ans dira que c'était une prophétie. Non, c'était le fait qu'il avait une longueur d'avance sur les autres, c'était la culture. Il savait que les routes, comme on dit vulgairement aujourd'hui, là où la route passe, le développement suit. Et Ruben savait donc que nous aurons finalement des routes, des chemins de fer et tout le reste au Cameroun, et que cela allait faciliter un certain nombre de transactions, des choses comme celle-là. Maintenant, il avait également une lecture futuriste de la politique. Il estimait que ceux qui s'étaient accoquinés avec le colon allaient avoir des fins tristes. Moi, à mon petit niveau aujourd'hui, je le dis, ceux qui font le jeu de chat et de la souris vont finir dans des situations regrettables, ça il faut le dire. Parce que du point de vue spirituel, vous ne pouvez pas tromper le peuple sans conséquence. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas vous tromper vous-même sans conséquence. Donc, ce genre de propos, de mon point de vue, ne relèvent pas strictement de ce qu'on pourrait appeler prophétie dans le sens mystique et autres.
Cela nous amène à la fameuse prophétie dans laquelle Ruben Oumniobé aurait décrit les différents règnes ou les différentes aires géographiques qui prendraient le pouvoir au Cameroun. Pour avoir approché un certain nombre de personnes, je suis au regret de dire à tous ceux qui parlent de cette prophétie qu'elle est montée de toutes pièces. Elle est malheureusement montée de toutes pièces. La prophétie qui veut que Ruben Oumniobé ait dit que le pouvoir commencerait par le Grand Nord, notamment nos frères du Grand Nord, les Aoussa, les Peuls et autres. Ensuite, que le pouvoir irait au sud, parce que là-bas on mange les feuilles de manioc, des choses comme ça. Et que le troisième président serait, je ne sais pas comment ils y sont parvenus, Bassa. Et donc, je sais, ça va choquer, mais comme vous me connaissez, je préfère du côté de ce que je crois être la vérité. C'est une prophétie montée de toutes pièces et je vais essayer de le démontrer à deux niveaux. Le premier niveau, lorsqu'on dit que Ruben Oumniobé aurait dit que le pouvoir commencerait par le Grand Nord, si c'est donc une prophétie à laquelle les gens croient, elle est fausse, puisque le pouvoir au Cameroun n'a pas commencé par le Grand Nord. Et moi, j'aime pas ce révisionnisme. Parce qu'une fois qu'on démontre cela, les gens vont dire non, non, le pouvoir n'a pas commencé au Cameroun par le Grand Nord. Il est clair pour tous ceux qui le savent que le pouvoir a commencé par le centre, et notamment les autonomes. S'il faut parler de tribus, le tout premier à exercer le pouvoir au Cameroun s'appelait André-Marie Mbida. Un pouvoir qui a été très court. Voilà. Qu'est-ce que nous allons enseigner à nos enfants? Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Parce que Ahidjo n'a pas commencé par être chef d'État, il a commencé par être Premier ministre, qui remplaçait un autre Premier ministre. Ahidjo n'a pas été le premier à exercer le pouvoir au Cameroun. C'est André-Marie Mbida. Et c'est d'ailleurs André-Marie Mbida qui a donné au Cameroun tous ses attributs d'État. On ne va pas revenir sur ça, le drapeau, l'hymne, les amours. C'est André-Marie Mbida qui a créé l'État du Cameroun, du point de vue de ces éléments que je viens d'évoquer et bien d'autres. Vous voyez? Donc, cette fantasmagorie, Oumniobé aurait dit que le pouvoir commencerait. Quand j'étais plus jeune, on disait qu'il avait dit, bien avant que le pouvoir de Biya ne dure comme il dure aujourd'hui, qu'il avait dit que le pouvoir de Biya serait court. Ah ben, je dis remonter. Pour ceux qui ont mon âge et plus, on nous disait que le premier règne serait très long et que le deuxième le serait moins. Une fois que Biya a trop duré, on a révisé l'histoire. On a dit que le deuxième serait encore plus long. Soit Ruben s'était donc trompé, soit on a fabriqué cette prophétie. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une prophétie qui a été fabriquée. Il n'existe rien de tel qui affecterait à Ruben Oumniobé une telle prophétie, non. Et je conseille à beaucoup de sortir de cette utopie-là, qui a généré beaucoup de mensonges par la suite. Parce que dès qu'un jeune Bassa se lance en politique, on voit déjà en lui Ruben Oumniobé. On voit déjà en lui l'incarnation du troisième président prédit par Ruben Oumniobé. Non, non. Je suis très rationnel, je suis philosophe, je peux pas, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Et ceux qui observent le Cameroun d'aujourd'hui, nous pourrons en parler à d'autres occasions, ne peuvent pas prétendre que notre troisième président viendrait du ventre d'un oiseau, donc de l'avion, viendrait apparaître au Cameroun, ainsi de suite. Non, vraiment. Vous verrez que Dieu nous prête, une fois qu'on aura découvert qui est le troisième président du Cameroun après Paul Biya, qu'on va encore changer la prophétie. Non, non, vraiment. Un prophète ne se trompe pas. Ruben Oumniobé n'avait pas ce genre d'orientation. J'ai eu le privilège de lire ses écrits. Il faut savoir que Ruben Oumniobé écrivait beaucoup. Je l'ai lu notamment dans les fiches de Achille Mbembe, dans la préparation de son mémoire Ruben Oumniobé, le problème camerounais avec K, et dans d'autres documents importants, dans des livres. Donc, il écrivait beaucoup, mais il écrivait de manière rationnelle, il ne faisait pas des prophéties mystiques. Donc, cette prophétie-là, je le dis de manière péremptoire, est une fabrication de quelques laboratoires qui veulent forger la mentalité à quelque chose. Le pouvoir qui est au Cameroun prend une certaine route, mais ce sont les Camerounais qui doivent orienter le pouvoir. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'orientation de ce pouvoir soit ethnicisée, doit être ethnicisée ou tribalisée ou communautarisée, non. Nous choisirons parmi les Camerounais qui le désirent, le plus à même de nous conduire. Celui qui aura montré le plus de capacité à mener ce peuple. Je ne crois pas que son ethnie soit déterminante. Et je ne pense pas, ayant lu et entendu parler du personnage de Ruben Oumniobé, parce que c'est contraire à son idéologie. Ruben Oumniobé, qui ne voulait pas que les tribus soient un élément essentiel dans la lutte politique, n'aurait pas pu définir un parcours politique qui serait basé sur les tribus. Non, ça l'est André-Marie Mbida le dit. Il y a une anecdote qui est vérifiée et vérifiable, selon laquelle des Bassa lui aurait demandé si l'indépendance concernait aussi les Banen. Il aurait répondu à ces Bassa-là, est-ce que les Banen sont les Camerounais? Ils auraient dit oui. Il aurait dit si les Banen sont les Camerounais, alors l'indépendance concerne aussi les Banen, tous les Camerounais. Ruben parlait lui-même plus de 6 langues couramment. Donc c'était un homme ouvert au monde. Il était tellement éclectique. Je suis ses traces. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, M. Niamey puisse tenir un discours du genre mon souhait, c'est que le prochain président soit de telle ou de telle ethnie. Non, non. Mon souhait, c'est que le prochain président du Cameroun soit un homme honnête, éloigné de la cupidité, travailleur, amoureux de ce pays. Alors, si quelqu'un a mon idéologie et qu'après ma mort, on vient dire que non, Niamey avait dit que le troisième président serait Bassa, des choses comme ça. Non, non. Ça ne peut pas être Oumniobé. De mon point de vue, c'est une fabrication. Oumniobé ne pouvait pas tenir un discours communautariste. C'était pas possible, c'était pas sa ligne. Et il avait l'habitude de reprendre tous ceux qui tenaient à côté de lui des discours communautaristes. Il avait une très grande idée, une idée assez perfectionnée de la nation camerounaise. Il ne pouvait donc pas parler d'un pouvoir qui partirait de telle tribu pour telle tribu. Non, 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 non. Je suis désolé, mais il faut bien se départir des vieilles choses comme celle-là qui peuvent devenir assez dangereuses pour l'esprit humain. Il faut se départir de ça. Cette prophétie, donc, je dis que de mon point de vue, elle est une fabrication et elle n'est pas vraie. Y a-t-il un problème Oumniobé au Cameroun et partant un problème avec nos nationalistes? Oui,
il y a un problème avec tous nos nationalistes, et notamment, et très précisément avec Oumyobé. Il faut le dire, beaucoup ne le savent pas, le nom Oumyobé avait été interdit même en zone Bassa pendant longtemps. L'ancien ministre qui vient de décéder, Bipoun Voum, en est un exemple. Comment Bassa pouvait-il s'appeler Voum, W-U-M? En fait, c'était Bipoun Oum. Ouais, lorsqu'on a réhabilité ce nom, il s'est appelé Bipoun Oum. Le nom, c'était Oum. Et pour vivre à cette époque-là avec ce nom, il avait été obligé, ses parents avaient été obligés de mettre un W devant son nom et on l'appelait donc Bipoun Voum. C'est à ce point-là que beaucoup de Camerounais... D'ailleurs, Hermine Ngo Oumyobé, ma tante, ne s'est jamais appelée Ngo Oumyobé pendant toutes ses études, jusqu'à récemment. Elle a repris le nom de son père lorsque les choses se sont décantées. Mais la réhabilitation a été juste formelle. Elle n'est pas réelle. Beaucoup ne savent même pas où se trouve le village de Oumyobé, comme je le disais. Et je vais vous faire quelques révélations. Ce village est dans une brousse. Pas d'eau, pas de lumière, pas de commodité. Il y a une petite école primaire là-bas qui est aussi dans un état de déliquescence. Mais elle y est parce que les écoles primaires aujourd'hui sont même dans les fonds fins des villages, c'est tout. Le peuple Bassa Batimpo s'est battu avec des gens comme le professeur Moudelaine et d'autres pour créer un institut supérieur qu'on appelait ISRUM, Institut supérieur Ruben Oumyobé. Il a reçu un agrément du ministère de l'Enseignement supérieur. Il devrait avoir un campus important dans le village de Oumyobé. On n'a pas encore pu mettre sur pied ce campus. Pour le moment, l'institut qui fonctionne déjà avec trois sites principaux, le site qui devrait se retrouver dans le village de Oumyobé est logé à Boumyébel, chez notre patriarche Cor de Charles, à qui je souhaite prompt rétablissement. Il est actuellement malade. C'est avant le péage, le grand domicile, le vaste domicile qui se trouve là. Là se trouve le campus de son Mpek, qui est le village de Oumyobé, mais il se trouve encore à Boumyébel. On y apprend l'agriculture depuis 3 ans. Il y a un deuxième campus qui se trouve du côté de Sombengue, dirigé par dont le professeur Bitia Kodi Zaché, professeur émérite de linguistique, est le porteur. Le colonel Tamak a donné son domicile de ce côté-là pour servir de campus pour le site de Sombengue. Il y a également le Mbombok dont je parlais, j'ai abondamment Gwebigwet, qui a donné son château du côté de Bonabéry à Douala pour le 3e site où on va enseigner les énergies renouvelables et l'informatique. Du côté de Douala-Bonabéry, l'ISRUN a pour porteur de projet le docteur Alain Koyok, qui est très connu dans les organismes internationaux. C'est lui, il est au Cameroun en ce moment. C'est lui également qui a créé l'école d'aviation qui se trouve du côté de Simalène, qui enseigne les métiers de l'aviation. Votre humble serviteur que je suis, j'ai été désigné porteur du projet de l'Institut supérieur Ruben Oumyobé pour le campus de Sompek, dans le village de Ruben Oumyobé, avec pour superviseur Mbombok et Makon et coordonnateur général Mbombok Gwebigwet. Donc, voilà des actes qui indiquent déjà que le nom de Oumyobé commence à être reconnu. On a pu signer un agrément portant création d'un institut supérieur Ruben Oumyobé, qui a vocation à devenir un institut universitaire, mais qui est pour le moment une sorte d'IPES. Je suis particulièrement associé à ce programme, à ce projet. L'ISRUN est dirigé par une dame qui a fait ses preuves dans le monde de l'enseignement supérieur, Madame Andela. Madame Andela, c'est la directrice de l'ISRUN. Au moment où je vous parle, l'ISRUN se réunit à Sombengue, de côté des Babimbi, autour du professeur Bitia Kodi, pour voir comment lancer l'année académique qui arrive. Donc voilà des initiatives qui sont à la fois communautaires, mais également qui sont reconnues au point de vue national, qui commencent à montrer des petites lueurs. Ailleurs, les Moumiens, ailleurs hors du Cameroun, Ruben Oumyobé Moumien ont été reconnus ailleurs comme des héros africains. Au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Évidemment, il se profile à l'horizon la création d'un panthéon. Du côté de Boumyébel, le projet est aussi très avancé, où on pourra ramener et placer les restes de Ruben Oumyobé. On a suggéré également qu'ils soient enterrés à Boumyébel avec ce monsieur qui a été assassiné le même jour que lui, et du côté de... Donc, ils sont encore enterrés à Ezeka, Yimbak. Donc son homme de main qui a été assassiné le même jour que lui. Donc un panthéon en création, le projet d'un panthéon en création, dirigé par la même personnalité dont j'ai parlé, Dr Nkoyok Alain, porteur de projet de création d'un panthéon à Boumyébel. Un terrain a déjà été choisi de 4000 m², offert par Mbombok Gwebigwet Manfred. Donc quelques initiatives commencent à être prises courageusement, mais je vous assure qu'il y a encore un certain nombre d'années, parler de Oumyobé comme on le fait là n'était pas du tout aisé. On était ostracisé, on était pourchassé lorsqu'on parlait. Moi j'ai pris comme homme de médias le courage de parler de Ruben Oumyobé en télévision, de me présenter comme celui que je suis, c'est-à-dire un petit-fils à Ruben Oumyobé, et de l'assumer. J'ai d'ailleurs demandé à beaucoup de gens, de Camerounais, de Bassa, pourquoi ils avaient si peur d'associer l'image de Oumyobé à la leur. Une image, ben je comprends. Les traumatismes qu'ils ont subis, ou que leurs parents et grands-parents ont subis, ont fait quand même que ce soit un nom qu'ils ne faisaient pas beau de porter à tout moment. Donc, des initiatives sont prises de plus en plus, mais il faut reconnaître que le nom Ruben Oumyobé n'est pas encore à la dimension à laquelle il devrait être. Pas encore. Nous sommes encore très loin du compte. Mais des choses sont déjà faites. Et ces choses qui sont faites en grande partie par sa communauté d'origine, ne sauraient se limiter à la communauté d'origine de Ruben Oumyobé. Ruben Oumyobé est un patrimoine national et même international. Parce qu'il faut-il le dire, toujours pour la culture de ceux qui ne savent pas qui était Ruben Oumyobé. Ruben Oumyobé appartenait à un mouvement africain qu'on appelait le RDA, Rassemblement démocratique africain, dont il était un des vice-présidents, aux côtés des gens comme Sékou Touré comme vice-président. Le président du RDA était Houphouët-Boigny. C'est dit, voilà, bien d'informations. En général, quand je parle de Ruben Oumyobé aux gens, beaucoup me disent, non, ça veut plutôt que c'était un maquisard qui était en brousse et tuait les gens. On ne sait même pas qu'il parlait français ou qu'il écrivait, ainsi de suite. Donc, il a été élu vice-président du RDA. Il y en avait 5 et il était un des vice-présidents.
Pour vous dire, si vous connaissez la verbe de Sékou Touré, vous connaîtrez qui était Ruben Oumniobé. Donc Ruben Oumniobé était d'ailleurs proposé comme président de cette affaire-là. Mais comme les Français soupçonnaient qu'il pourrait biaiser ou faire obstacle à leur plan, ils ont mis plutôt Houphouët-Boigny comme président. Vous comprendrez que depuis longtemps, ces gens se sont toujours assurés que ce soit une personne sur laquelle ils ont un minimum de contrôle, qui dirige les organes dans lesquels les Africains sont supposés parler de leurs affaires. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc c'est un patrimoine international qu'il va bien falloir ramener à sa dimension réelle le moment venu. Alors, l'échange de ce soir qui tourne autour de Ruben Oumniobé nous aura permis de commencer à élaborer un certain nombre de réflexions. On m'a fait le reproche de n'avoir pas parlé de tel ou de tel autre nom. Pour vous qui me connaissez, je ne suis pas dans ces sectarismes et autres. Et je souhaite que ceux qui me suivent prennent de la hauteur. On m'a parlé notamment de Wandje. Et je vais vous répondre que si j'étais même tribaliste, j'aurais toutes les raisons du monde d'aimer Wandje. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Wandje avait pour épouse une Bassa. Donc les enfants de Wandje que moi je connais sont mes neveux. En fait, je le dis simplement pour des questions de culture, mais moi je ne suis pas à ce niveau-là. Qui sommes nous-mêmes pour nous distinguer Bassa, Bami, tel? Parmi nous, les Bassa, il y a des enfants qui ont été accouchés par des Bamileke, ils croient qu'ils sont Bassa et vice-versa. D'ailleurs, j'avais une altercation avec certains patriarches récemment qui m'ont fait savoir que certains Naoussa qui vendaient les tissus du côté de Boumibel qui avait enceinte ma mère, un certain Bello. Je serais d'ailleurs fier d'appartenir à toutes les ethnies du Cameroun. C'est un piège. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas mon ethnie, non. Mais l'amour pour son ethnie ne doit pas se faire à l'exclusion des autres ethnies. Moi, c'est ce que je refuse. Aimer son ethnie est une chose, détester les ethnies des autres est un problème. Et donc nous reviendrons sur les questions liées au tribalisme, non pas pour l'exacerber, mais pour voir les pièges dans lesquels il nous plonge de manière inéluctable. Donc moi j'évacue très vite ce genre de choses. Je reviendrai sur les personnalités que nous avons citées comme nationalistes. Félix Roland Moumié, c'était un baboun, un médecin, à l'âge de 25 ans. Un médecin, mais je vous prends rapidement une anecdote autour de Moumié. Lorsqu'on va arrêter pour la première fois Moumié, on va l'arrêter, c'était un chirurgien, il était en train d'opérer. Vous savez ce que Moumié a fait? Ils ont demandé qu'il termine l'opération pour que le malade ne meure pas et qu'il soit arrêté après. Il leur a demandé de ne pas le déconcentrer, de l'attendre à la sortie du bloc opératoire. Le docteur Moumié a fini son opération. Il a porté la blouse du malade, a été posé sur le brancard comme étant le malade. On l'a sorti devant les gens qui étaient venus l'arrêter et il s'en est allé. On a couché le malade au sol. Lorsqu'ils ont été là d'attendre que le médecin sorte, ils ont défoncé la porte. Ils ont trouvé le malade que Moumié venait d'opérer couché au sol. Et vous imaginez ce genre de stratégie à ces époques-là? Il a été malheureusement empoisonné en Suisse, comme vous le savez, et là il y a encore beaucoup d'ambiguïté. Lorsque nous reviendrons sur son cas, nous parlerons. Il y a même des noms des Camerounais qui ont été associés directement à l'assassinat de Félix Roland Moumié. Donc nous devons connaître notre histoire. Et cela pourquoi ces gens à cette époque se mettaient ensemble de cette manière-là? Quel est l'objectif qu'ils visaient? Est-ce qu'ils je reviens sur la fameuse prophétie. Comment Oumniobé, qui a été entouré de toutes ces personnes, pouvait se mettre à citer un parcours du pouvoir politique qui serait ethnicisé, alors que lui, il voyait les Camerounais comme étant une seule personne? Qu'est-ce qu'il aurait dit à Félix Moumié? Parce que Moumié, lui, il était Bamoun. Dans l'organisation du pouvoir, le pouvoir n'ira jamais chez les Bamouns, selon cette prophétie-là. Et qui était donc Moumié, président de l'UPC? Comment lui, il devait concevoir cette affaire-là? Qui était Wandje? Qui était Bamileke? Le pouvoir n'irait jamais chez les Bamileke, selon cette organisation. Non. Vraiment, ces officines qui ont fabriqué ces choses-là, elles doivent savoir que ces choses ne peuvent pas relever d'une pensée qui était aussi pure et aussi saine que celle de Ruben Oumniobé. Elles relèvent soit de la fantasmagorie de l'imagination hyper débordante de certains, soit de tout autre projet, mais qui n'est pas le projet de Ruben Oumniobé. Alors, c'est un premier jet. Je vous invite à partager très abondamment, très massivement ces vidéos que je vais constamment faire, mais également à vous abonner très nombreux à cette page, à cette chaîne YouTube qui est ma chaîne officielle, Pierre Biriot, officielle. Abonnez-vous. Nous allons, avec votre participation, choisir des thèmes. Je vais d'ailleurs me concentrer sur cette chaîne-ci les jours à venir parce que au niveau de la télévision, nous allons suspendre les émissions à caractère politique. Le CNC nous a enjoint de suspendre ces émissions dès le 27 septembre jusqu'à la fin de l'élection. Mais moi, je ne vais pas priver mes followers de mes pensées politiques. Parce que c'est une entorse à la liberté que d'agir de cette façon-là. C'est donc ici que je vais évoquer des questions politiques désormais. Je ne pourrais pas vous faire injure en ne disant pas un mot sur mon absence sur les plateaux de télévision, notamment Espace Miné, cette semaine. Mais je vais vous prier. Je n'ai pas été là depuis mardi, je ne serai pas là demain, libre expression. Mais je vais vous prier de m'accorder une dizaine de jours. Je suis en train de faire